Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort les lundis à 21h. Aujourd'hui, je vais accueillir une panafricaine engagée, française bien sûr, mais on peut être français et attaché à l'Afrique, ça surprendra, on peut avoir une autre vision. Donc Aïssata Seck, bonsoir. Bonsoir Akli. Alors merci d'avoir accepté de venir nous parler et de toi et de ton engagement. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, qui est justement parlé d'Afrique? Qui est Aïssata Seck? C'est quoi ton histoire? T'es originaire, voilà. C'est une question difficile dès le départ. Écoute, Aïssata Seck, c'est une jeune femme française d'origine sénégalaise qui a grandi au Mureau, dans les Yvelines, et qui est arrivée à Bondy fin 2001 et qui est engagée et dans le milieu associatif et dans le milieu politique depuis 2003 sur la ville de Bondy et puis au niveau national. Voilà, donc je suis présidente d'une association, l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, et je suis également élue à Bondy, maire adjointe en charge des politiques mémorielles, et donc tout ce qui concerne les anciens combattants, avec, comme tu l'auras compris, une spécificité sur l'histoire des soldats coloniaux. Voilà, alors on va y venir, mais Aïssata, t'es arrivée, t'es née ici, toi? Oui, je suis née en France. Tu es née en France, donc c'est bien de préciser, et t'es née au Mureau? À Meulan, mais c'est l'hôpital oui, parce que c'est l'hôpital des Mureaux, tout à fait. Et donc tu as grandi, tu as passé toute ton enfance au Mureau, toi? J'ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence au Mureau, oui. Et ensuite, je suis arrivée à Bondy fin 2001. Donc ça fait 18 ans maintenant que je vis sur Bondy. Avant d'arriver à Bondy, on va en parler, mais tu as fait quoi comme parcours? Alors, c'était quoi la scolarité Mureau? Alors, j'ai été à l'école élémentaire, au collège et au lycée au Mureau. Ensuite, j'ai eu mon bac en 1998. Si mes souvenirs sont bons. Tu avais gagné la Coupe du Monde, toi, cette fois-ci. L'année de la Coupe du Monde, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu mon bac et ensuite, j'ai intégré un BTS assistante de direction à Cergy-Pontoise. Donc, c'était pas forcément le parcours que j'envisageais au départ. Au départ, je voulais plutôt faire un BTS communication. Et j'ai pas été retenue dans les différents entretiens que j'ai passés. Et du coup, par défaut, je me suis retrouvée en BTS assistant de direction. Donc pendant 2 ans, j'ai suivi mon parcours classique. Et à l'issue de ce BTS, j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à travailler pour le journal Alternatives économiques. Donc c'est un magazine d'actualité économique et sociale que la plupart des gens de gauche connaissent. J'ai travaillé pour ce journal pendant plusieurs années et en étant en même temps salariée d'Alternatives économiques, j'ai repris mes études parce que je me suis rendu compte très vite que le diplôme d'assistante de direction ne me suffirait pas pour continuer le parcours que j'avais envie de poursuivre. Donc j'ai d'abord fait une licence en communication, une validation des acquis de l'expérience en communication, et à l'issue de cette validation de l'expérience, j'ai intégré l'Université de Créteil en master communication politique et publique en France et en Europe. Donc pendant 18 mois, quasiment 2 ans, j'alliais travail et études pour obtenir mon master en communication politique, que j'ai obtenu d'ailleurs. Alors oui, parce que je sais que tu es une fille brillante, mais on va y revenir. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit « j'ai été par défaut ». Est-ce que tu penses que quand on est effectivement issu, parce qu'on va y venir après les relations coloniales, qu'est-ce que quand on est issu des quartiers populaires, est-ce qu'on est souvent orienté par défaut? Ah oui, on l'est souvent. Alors moi généralement j'ai eu un parcours plutôt classique. J'étais bonne élève, mais l'école c'est pas ce qui me passionnait le plus. Mais en tout cas, j'arrivais à chaque fois à obtenir un petit peu ce que je voulais au niveau de mon orientation. Mais c'est vrai que j'ai connu pendant toute ma scolarité des personnes qui ont voulu très souvent m'orienter vers un parcours plutôt qu'un autre, bien évidemment parce qu'on est issu des quartiers populaires, parce qu'on est noir, parce qu'on est maghrébin, etc. On est très souvent cotonné à telle ou telle orientation et on ne cherche pas forcément à savoir quelle est l'envie des jeunes générations sur leur avenir. Et moi, je l'ai vécu il y a plusieurs années, il y a maintenant 20 ans de cela, mais je sais que ça existe encore aujourd'hui parce que j'accompagne quelques jeunes, j'accompagne mes enfants aussi dans leur orientation, et souvent, on a envie de les cantonner à un certain domaine, alors que ce n'est pas forcément le choix qu'ils veulent faire. Donc, c'est compliqué d'être issu de l'immigration, c'est compliqué de vivre dans des quartiers populaires, c'est compliqué quand on est collégiens et lycéens dans les quartiers populaires parce que c'est de plus en plus difficile d'accéder à certaines écoles ou parfois certaines institutions ou parfois certains stages quand ils doivent le faire. Alors, j'ai vu qu'effectivement, tu avais 2 ravissantes gamines
qui sont sur le plateau, qui te regardent, qui accompagnent leur mère, qui ont attendu, parce que comme avec donc on a eu quelques retards, mais qui ont attendu patiemment, qui vraiment, elles sont... Ouais, elles sont adorables et surtout elles m'accompagnent souvent quand je fais des événements, quand j'organise des événements, des conférences, débats, etc. Elles viennent parce que déjà elles ont envie, mais au-delà de ça, moi ce que je voudrais, c'est aussi leur inculquer une certaine éducation qui est de savoir ce que c'est que le militantisme, ce que c'est que d'aider les autres, et elles ont baigné dans ça depuis toute petite, donc elles connaissent toutes ces valeurs et c'est extrêmement important qu'elles puissent voir ce qu'il est important de faire et ce qu'on peut faire pour aider les plus démunis. Alors justement, parce que j'en ai parlé, tu m'as anticipé sur ce que je vais dire, parce que c'est vrai que comme je les ai vus là, je pense que quand on est maman et qu'on est militant, c'est aussi, on parlait de discrimination, on parlait de difficultés, c'est aussi un parcours du combattant, parce qu'il faut emmener ses enfants, là tu le fais toi, effectivement, parce qu'elles sont aussi, elles jouent le jeu, mais est-ce que c'est pas compliqué aussi parfois, parce que quand on est enfant, de partir là, et comme je sais que tu es très militante, oui, et on te voit partout très engagée, je t'ai vu sur pas mal d'endroits, venir soutenir les uns et les autres, tu ménages pas ton temps, donc est-ce que c'est pas... C'est compliqué surtout pour mes enfants et mon conjoint, je vais pas... Ah oui, le conjoint n'est pas là, donc j'ai pas pu... Le conjoint n'est pas là, mais heureusement qu'il est là, il me soutient aussi beaucoup, extrêmement dans toutes les actions que je mène. On salue le conjoint. Donc je le salue fortement, et c'est ce qui permet en tout cas de jongler entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma vie de militante, parce que j'ai un boulot aussi à côté, on ne l'a pas dit, mais je travaille aussi à côté. Et j'ai une famille, oui, j'ai une famille qui me soutient énormément, j'ai un mari qui me soutient énormément, j'ai des frères, des sœurs, des parents qui me soutiennent et qui en tout cas m'aident, qui m'ont beaucoup aidé quand mes filles étaient toutes petites et qu'il fallait les faire garder. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, j'interroge souvent mes enfants et mon mari sur le fait que ça soit difficile pour eux, et au-delà du fait que ce soit difficile, ils estiment que c'est extrêmement important et ils me soutiennent et ils me soutiendront encore jusqu'au bout s'il faut militer et aller dans les différentes actions. Alors, on va parler d'actions de militantes que tu l'as dit, donc je sais que tu es toujours sur tous les fronts, mais il y a un front qui te tient particulièrement à cœur, c'est celui des tirailleurs sénégalais. Oui, comment t'es venu, bon, même si tu as été élu au truc mémorial, mais ça suffit pas pour déclencher une action et de courir partout. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce terrain et ce sujet ? Alors, ce qui m'a amené sur ce terrain, c'est déjà une histoire personnelle. Donc moi, je suis petite fille de tirailleurs sénégalais. Mon grand-père a combattu aux côtés de la France. Ça, c'est déjà la première des choses qui a fait que Laquelle guerre ? La guerre d'Indochine. L'Indochine, la voilà. Indochine. Donc il a fait Indochine, c'était un autodidacte, il a très très vite appris sur le terrain, donc il a ensuite par la suite soutenu un médecin pendant cette guerre, donc il aidait à soigner ses camarades de guerre qui étaient tombés au front. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses personnelles qui ont fait que je me suis engagée dans ce combat, mais au-delà de ça, donc quand je suis arrivée à Bondy, très très tôt j'ai milité dans le milieu associatif, je me suis renseignée un petit peu sur ce qui se passait, et je rencontrais plusieurs fois des anciens tirailleurs sénégalais sur le marché, dans la rue, et je savais que c'était des anciens tirailleurs sénégalais parce qu'ils arboraient leurs médailles. Et un jour, je suis allée leur parler. Ils sont fiers de leur médaille. Ils sont fiers de leur médaille, extrêmement fiers. Donc je me suis liée d'amitié avec ces messieurs, et très vite, ils m'ont fait part de leurs difficultés, notamment administratives, et ils m'ont expliqué que ça faisait des années qu'ils tentaient d'obtenir leur nationalité française et qu'ils n'y arrivaient pas. Donc j'ai commencé à les aider dans leur démarche administrative. Au départ, c'était des aides individuelles, c'est-à-dire que je remplissais les dossiers, je demandais, à l'époque, je n'étais pas élue, donc je demandais à certains élus, certains députés, des courriers de soutien pour qu'ils puissent obtenir leur nationalité française. Et à chaque fois, on essuyait refus sur refus, et on recevait des courriers de l'administration qui stipulaient qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour devenir français. Et là, je me suis dit, en fait, c'est juste pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Ils ont versé leur sang pour la France. Pour certains, ils ont perdu leurs frères, leurs pères, leurs cousins, leurs oncles. Ils sont attachés à la patrie, ils vivent en France, ils participent à l'économie française, ils participent aux cérémonies commémoratives, et on nous explique qu'ils ne remplissent pas ces conditions.
Et c'est de là qu'en fait m'est venue cette idée de lancer cette action, cette pétition en 2016 qui a vu le jour et qui a été signée par plus de 65 000 Français et un certain nombre de personnalités publiques et qui a permis l'aboutissement de cette action. Donc on a eu officiellement 28 tirailleurs sénégalais qui ont été naturalisés par le président de la République François Hollande en 2017, mais on a plus d'une centaine de tirailleurs ensuite qui ont été naturalisés. En tout cas, tous les tirailleurs sénégalais qui vivent en France et qui ont fait la demande de naturalisation ont été naturalisés par la suite. Et en fait, quand j'ai lancé cette action, je me suis rendu compte très vite que les Français ne connaissaient pas cette histoire. L'apport des troupes coloniales pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, en fait, les Français ne connaissaient pas cette histoire. Et je me suis dit, ça n'est pas possible. Au-delà... 14-18 aussi, 14-18, 39-45, Algérie, Indochine, on ne connaît pas cette histoire. Nous, déjà enfants issus de l'immigration, on la connaît très peu. Moi, je la connaissais parce que ma mère, en tout cas, m'avait raconté cette histoire, l'histoire de mon grand-père. Certains la connaissent, mais beaucoup de personnes, enfin en tout cas très peu de personnes connaissent cette histoire. Et c'est là où je me suis dit, il y a un vrai travail de devoir de mémoire à faire. Et j'ai commencé toutes ces différentes actions qui sont de faire le tour des écoles, de faire venir des expositions, de créer des expositions, de faire intervenir les tirailleurs dans différents événements, lieux, débats, pour que l'on puisse raconter cette histoire au plus grand nombre. Mais ce qu'il est important de faire aujourd'hui, c'est d'intégrer pleinement cette histoire dans les manuels scolaires pour que l'ensemble des Français puissent connaître cette histoire. Connaître cette histoire, c'est pas uniquement se dire il faut la connaître, c'est important. C'est en fait de se dire que cette histoire fait partie du récit national français, qu'elle explique une partie de la diversité française aujourd'hui et qu'elle pourrait aussi permettre, qu'elle éviterait en tout cas certaines crispations, certaines frustrations, certains dénis, notamment de certains racistes qui veulent nous faire croire que nous ne sommes pas français, que nous ne sommes pas à notre place ici. Mais lorsque l'on connaît cette histoire, on sait clairement et pleinement que nous avons toute notre place dans cette société française. Et la défendre à travers cette histoire, c'est montrer à l'ensemble des Français pourquoi nous sommes là aussi aujourd'hui. Alors c'est bien ce que tu dis parce que, on va y revenir, est-ce que tu savais qu'il y avait une chanson qui en parle de Slimane Hazen, d'un poète kabyle, qui a chanté fin des années 60, début des années 70, la carte de résidence. Et il disait en substance sur ce truc, je le dis parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que là on parle de ceux qui ont fait, mais leurs enfants, il disait, on attend tous les ans, on attend qu'on nous annonce qu'on va repartir chez nous, parce qu'à l'époque, tu sais, c'était pas, avant Mitterrand, c'était 1 an, 3 ans, ils ont dû te raconter, et tous les ans, ils ne savaient pas s'ils allaient être renvoyés chez eux. Et donc, il a chanté, il a dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il leur dit, avant de vous dire adieu, n'oubliez pas que mes aïeux ont combattu pour la France, bien avant la résidence. Et il disait, et de toute façon, je serais mieux chez les miens parce que je suis un Africain, le soleil en permanence. Et donc, c'est un peu une réponse, parce que là, on parle des pères, mais donc leurs enfants, comme tu dis, toi, qui es la petite fille d'un tirailleur sénégalais, tu es chez toi, puisque ton grand-père a été versé son sang pour ce pays. Exactement. Qui est le tien aujourd'hui, non ? Exactement, mais aujourd'hui, ce qui est encore malheureux, c'est qu'il subsiste encore un certain nombre de difficultés. Bon, nous sommes nés en France, nos enfants sont nés en France, moi je me considère pleinement française, mais il y a des difficultés pour nos papas, nos grands-parents, les immigrés âgés, qui aujourd'hui ont travaillé pour beaucoup à reconstruire le pays, ont combattu pour la France, etc. Mais ont obligation, par exemple, je ne sais pas si tu es au courant de la situation des Chibani. Et maintenant, ça s'est réglé depuis le rapport qui a été fait. Absolument pas totalement, mais... Ouais. Justement, il y a une énorme confusion sur ce dossier. En fait, les gens pensent que c'est réglé, ça n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'ils peuvent... s'ils restent plus de 6 mois dans leur pays d'origine, ils peuvent continuer à bénéficier de la sécurité sociale. Par contre, sur l'allocation minimum de vieillesse, ils la perdent. Il faut qu'ils la perdent, c'est ça. Alors qu'ils ne devraient pas la perdre. Au final, ça ne sert à rien parce que s'ils peuvent bénéficier de la sécurité sociale, s'ils font 6 mois et 1 jour, ils perdent leur allocation minimum vieillesse. Et je peux vous dire qu'ils sont traqués, ils sont extrêmement traqués, c'est-à-dire que les tirailleurs sénégalais qui vivent à Bondy, avant de partir, doivent faire la photocopie de leur passeport et l'envoyer donc à Bordeaux.
à la Caisse des dépôts et une fois qu'ils rentrent, ils doivent les prévenir de leur retour et envoyer la photocopie de ce passeport. S'ils ont le malheur de dépasser d'un jour, 2 jours ou 3 jours, ils se voient et d'une part couper cette allocation minimum vieillesse et d'autre part, on leur demande de rembourser l'année antérieure. C'est ça. Donc aujourd'hui, j'ai par exemple 2 tirailleurs sénégalais qui doivent rembourser 11 000 € et 17 000 € à l'État français. Voilà. On en est là aujourd'hui. C'est bien parce que je disais qu'effectivement, c'était, comme tu as couvert le truc, c'était réglé sur la partie délai et sécu, etc. Parce qu'avant, 6 mois, un jour, ils perdaient même leur sécu. Exactement. Les gens qui avaient travaillé toute leur vie perdaient leur sécu. C'est une injustice, hein, parce que c'est une rupture d'égalité. Soit tout le monde y a droit, parce que quand vous êtes français et que vous allez à l'étranger, vous pouvez rester 10 ans, 15 ans, vous ne perdez rien, ni le minimum vieillesse, ni rien. Et eux, par contre, perdent le minimum vieillesse. Alors, on a eu un débat en disant, oui, mais c'est pour le pouvoir d'achat dans les pays. Vous avez suivi ça. Qu'est-ce que tu penses de ces arguments un peu faciles de dire, oui, ils vont exploser les compteurs, enfin, voilà. Alors que le niveau de vie là-bas, ouais, c'est quand même grave de tenir des propos. Pour moi, ce ne sont pas des arguments valables parce que déjà, on le sait très bien que nos parents et nos grands-parents, le peu d'argent qu'ils reçoivent tous les mois, ils envoient une bonne partie dans les pays d'origine. Et ça existe depuis toujours. C'est grâce à eux d'ailleurs que nos pays se sont développés. Et puis après, au-delà de ça, je suis désolée, cet argent, ils ont travaillé, ils l'ont gagné et ils en font ce qu'ils veulent. C'est juste un droit. Donc je ne comprends pas aujourd'hui qu'on les empêche de terminer leur jour tranquillement dans leur pays d'origine. Et il faudrait qu'on fasse voter une loi ou un décret qui permette à ces immigrés âgés de partir tranquillement chez eux. Et d'avoir la totalité de garder leur minimum vieillesse. Parce qu'ils ont travaillé toute l'année pour ça, toute leur vie pour ça. C'est une question de droit, parce que c'est souvent les gens qui vous expliquent les valeurs de la République, l'égalité, fraternité, qui bafouent ce droit en permanence. C'est ça qui est paradoxal. Mais au-delà de ça, en plus, je sais que beaucoup d'élus, beaucoup de députés, beaucoup de parlementaires ne connaissent pas cette situation. C'est exactement la même chose que quand j'ai lancé l'action sur la naturalisation des tirailleurs sénégalais. Tout le monde a découvert. Ne connaissaient pas cette situation et confondaient la décristallisation des pensions avec la naturalisation des tirailleurs sénégalais. Et il a fallu expliquer, même à des élus, à des parlementaires, que c'était deux dossiers complètement différents. Et là, c'est vrai que quand j'interpelle des élus sur cette question-là, notamment des parlementaires, puisque ce sont ceux qui sont le mieux placés pour défendre ces dossiers à l'Assemblée, en fait, ils n'ont pas connaissance de ce dossier-là. Donc, j'ai bon espoir que ça puisse évoluer parce que ça ne concerne pas non plus des millions de personnes. Donc, il faut qu'on arrête d'exagérer et ce n'est pas ce qui va non plus faire tomber l'économie de la France. Hein. Et puis, j'insiste encore sur le fait qu'ils ont travaillé toute leur vie et que ce qu'ils ont travaillé, c'est un acquis aujourd'hui. Donc, leur argent, ils en font ce qu'ils veulent. Alors, tu peux, pour nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, expliquer ce que c'est que la décristallisation et c'est quoi la confusion que les gens font exactement après. C'est important de comprendre le sujet. En fait, jusqu'en 2007, un ancien combattant issu des troupes coloniales ne touchait pas la même pension qu'un ancien combattant français. Il a fallu... Soi-disant pour des équilibres de chaque pays d'origine, toujours le même blabla qu'on connaît. C'était juste une discrimination, parce que les anciens combattants français et les anciens combattants issus des troupes coloniales ont combattu fait le même combat ensemble, que ce ils soit sont en morts ensemble pour ceux qui sont morts. En 39-45, ils ont combattu ensemble, ils sont tombés ensemble, ils se considéraient comme étant des frères d'armes, ils ont souffert ensemble, et une fois que ces différentes guerres ont été terminées, on leur a dit, bon ben vous, les Noirs et les Arabes, vous allez toucher tant, et vous, les Blancs, vous inquiétez pas, vous allez être ménagés, vous allez toucher tant. Il a fallu attendre 2007, le film indigène de Rachid Bouchareb, où Jamel Debbouze a été acteur. Il a fallu attendre ce film pour que l'on décristallise les pensions et que ces anciens combattants issus des troupes coloniales puissent toucher la même pension qu'un ancien combattant blanc. Mais 2007, vous vous rendez compte, c'est des années après leur combat. Et donc les gens ont confondu. Et donc les gens pensaient que les anciens combattants issus des troupes coloniales qui souhaitaient devenir français et qui vivaient en France étaient déjà français et que c'était réglé alors que ça n'était pas le cas. Et il a fallu refaire de la pédagogie et expliquer la situation de ces messieurs. Mais après, au-delà de ça, on est sur ces questions-là, mais il y a tellement de choses qui sont injustes sur nos aïeux qu'on ne peut pas fermer les yeux, on est obligé de combattre. La dernière action en date que j'ai menée, c'est pour le 75e anniversaire du débarquement de Provence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le débarquement de Provence, ça concerne 90% issus des troupes coloniales, venus d'Algérie, venus du Maroc, Tunisie, du Sénégal, du Pacifique, des Antilles, etc.
Donc pour ce 75e anniversaire du débarquement de Provence, au départ, l'État n'avait pas prévu de commémorer nationalement ce débarquement. Alors que le 6 juin, on avait commémoré comme il se fallait le débarquement de Normandie. Et il a fallu que j'écrive une tribune avec Pascal Blanchard et signée par plusieurs personnalités. Pascal qu'on salue, peut-être qu'il va regarder. Pascal qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il travaille encore dessus. Alors, il a été, des fois, je le dis parce qu'il y a des gens qui lui ont fait des controverses gratuites, tout ça, alors que nous, on aime bien Pascal Blanchard, et je sais que c'est un bon historien qui fait un gros boulot. C'est un très bon historien qui fait un très très bon travail sur le devoir de mémoire des troupes coloniales. Il fait beaucoup de conférences, il a de super belles expositions, etc. Et aujourd'hui, le Paris arabe, tout ça, le Paris noir. C'est un des seuls, en tout cas, qui connaît sur le bout des doigts cette histoire et qui sait la défendre et qui est prêt à mettre son nom sur des pétitions, sur des tribunes, etc. Pour défendre le droit de ces anciens combattants. Donc je le salue pour ça et je le remercie aussi pour le soutien qu'il m'a apporté dans le cadre de cette tribune. Le 75e anniversaire de Provence. Donc il a fallu donc cette tribune qui est parue dans Le Monde le 5 juillet et j'ai interpellé le président Emmanuel Macron le 11 juillet publiquement à l'Élysée parce qu'il organisait un événement sur les diasporas, un échange sur les diasporas, mais il a fallu cette tribune et cette interpellation pour que l'État organise les cérémonies nationales le 15 août. Mais si nous n'avions pas fait cela, c'est un anniversaire qui serait passé sous silence, où les communes auraient commémoré comme moi je le fais à Bondy, mais on n'aurait pas eu de cérémonie nationale. Et on est en droit aujourd'hui de se poser la question de savoir pourquoi on oublie cette histoire où on est dans le déni, alors qu'il y a, au mois de juin, on a fait le débarquement de Provence qui est tout aussi important que le débarquement de Normandie. Exact. C'est surtout aussi important parce que c'est eux qui ont contribué à faire en sorte, parce que s'il n'y avait pas eu ce débarquement de Provence, la France n'aurait pas été à la table des négociations, c'est quand même, il faut le savoir. Exactement. Si la France a pu être à la table des négociations, c'est parce qu'il y a eu ce débarquement de Provence. Non, mais il faut, parce et la libération de Fréjus, de Marseille, de Toulon, de Saint-Raphaël, etc. Et on oublie en fait très souvent de parler de cela. Et voilà, c'est 235 000 combattants français, dont 90% issus des troupes coloniales. C'est un fait, ce sont des chiffres, ils sont là, donc commémorons, rendons hommage à ces messieurs et faisons en sorte que l'ensemble des Français puissent connaître cette histoire. Après, voilà, ce que je reconnais, c'est que ce 75e anniversaire du débarquement de Provence a eu lieu. Ça a été une belle cérémonie. J'ai suivi, on a eu un discours fort du président de la République qui a lancé notamment un appel aux maires de France à nommer ou renommer des rues en hommage à ces soldats. Donc on avance quand même, les choses avancent et on continue à faire en sorte que l'on puisse honorer ces soldats et intégrer pleinement cette histoire dans le récit national français. Alors tu penses que ceux qui sont toujours prompts à vouloir dévoiler les tenues vestimentaires veulent jeter un voile sur l'histoire, ils ont du mal avec à tirer le voile un peu là-dessus? Je pense que certains Français ont du mal avec cette histoire, mais ça on peut pas le nier, mais moins que ce que j'aurais pu le penser avant, parce que au fil des actions que j'ai menées, des conférences, des tours de table, des rencontres que j'ai eu à faire, beaucoup de Français en fait ne connaissent pas cette histoire. Et une fois qu'ils la connaissent, ils y sont attachés, ils font plusieurs recherches, ils sont extrêmement intéressés. Et deux, ils se disent à chaque fois, effectivement, ça n'est pas normal que l'on n'ait pas appris ça à l'école, ça n'est pas normal que lorsqu'il y a des cérémonies, on ne parle pas de ces messieurs. Et si vous avez besoin d'un coup de main quelconque, etc., nous, on est prêts à vous aider. Et dans le même exemple, dans la même veine, quand j'ai lancé l'action des tirailleurs sénégalais, j'ai reçu plus de 30 000 messages de soutien de personnes venant vraiment de tous horizons confondus. Et j'ai même des militants d'extrême droite qui m'ont écrit et qui m'ont dit, voilà, nous on sait que vous êtes une militante de gauche, on ne soutient pas du tout vos idées, mais par contre cette cause, on la défend, on va la partager sur nos sites, parce qu'on estime que ces messieurs ont combattu et ont libéré la patrie, et pour ça, nous savons et nous pensons et nous estimons qu'ils méritent d'être français. Donc nous vous soutenons dans cette action. Donc voilà, c'est un sujet qui fait, en réalité, qui fait consensus. Je pense que certaines personnes, certains politiques ont peur d'aborder ce sujet parce qu'ils ont peur que l'on soit sur des questions de repentance. Mais aujourd'hui, la question n'est pas une question de repentance, c'est juste une question de devoir de mémoire et d'expliquer cette diversité et de lutter contre les discriminations et le racisme aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de l'histoire coloniale et qu'on veut qu'il y ait réparation et reconnaissance, les gens nous ont l'impression qu'on leur demande de se flageller. On ne leur demande pas de se flageller, parce qu'on parle de repentance, on peut se repentir sans se flageller, mais on peut reconnaître l'histoire. Exactement. C'est juste reconnaître l'histoire et c'est juste faire en sorte que l'ensemble des Français connaissent cette histoire. Et rien d'autre, et rien d'autre. Et bien évidemment, toutes les actions qui sont menées pour faire reconnaître les droits de ces messieurs, c'est autre chose. Mais juste ouvrir un livre d'histoire, un manuel scolaire et se dire que lorsque l'on aborde en quatrième la Première Guerre mondiale et en troisième la Seconde Guerre mondiale, juste qu'il y ait une part de cette histoire dans les manuels scolaires. C'est extrêmement important parce que l'apport des troupes coloniales a permis aujourd'hui notre liberté, a permis qu'aujourd'hui, toi et moi, on puisse se retrouver en face, on puisse échanger, a permis qu'on puisse vivre dans une France diverse et cosmopolite. Donc, tant qu'on sera dans ce déni d'histoire, on sera confronté à un certain nombre de difficultés. Et faire face à cette histoire, c'est bien évidemment décider de vivre ensemble aujourd'hui et de contribuer à ce que nous fassions tous nation ensemble. Et puis il y a un autre élément, alors il y a effectivement la reconnaissance, l'histoire et tout ça, il y a aussi la dignité. C'est redonner de la dignité à ces... Moi je me souviens de Chibani qu'on avait aidé sur Marseille, tout ça, qui nous avait dit, vous nous avez redonné de la dignité. Et toi, quand tu as dû faire l'action, ils oublient que derrière tout ça, c'est quand même des hommes, parce qu'on parle d'histoire, de grands mots, tout ça, mais il y a quand même des hommes. Ces hommes-là, le fait de reconnaître cette histoire, c'est leur redonner leur dignité. C'est leur redonner leur dignité, montrer à la France qu'ils existent. C'est vrai que dans toute cette action, moi, ce qui m'a extrêmement émue, c'est déjà de les voir monter les marches de l'Élysée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusque-là, aucun ancien tirailleur sénégalais n'avait été reçu à l'Élysée. Aucun président de la République n'avait organisé de cérémonie nationale pour leur rendre hommage. Donc c'était une première. Donc ils ont monté les marches de l'Élysée avec humilité. Ils étaient fiers, ils étaient émus. Ils ont chanté la Marseillaise devant le président de la République. Et quand ils sont ressortis de cet événement, ce qu'ils m'ont tous dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Et quand tu entends ces paroles d'anciens combattants, tu te dis, bon, tu ne mènes pas ces actions pour rien et tu te dis juste, tu te dis que tu es dans le vrai en fait, que tu es dans le juste et que tu as eu raison de lancer cette action, même si parfois ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, je sais que c'est extrêmement important. Et même pour moi, même pour nous, enfants français, c'est extrêmement important de faire reconnaître cette histoire. Donc en tous les cas, c'est un beau combat que tu as mené, bravo, au nom de tous ceux qui nous regardent, on te félicite pour ce combat. Merci. Alors c'est quoi les prochaines actions, les prochaines perspectives sur ce sujet, au-delà de ton actualité, toi, et qu'on espère que tu continueras encore longtemps, qu'on te verra... Sur ce sujet, c'est, comme je le disais au début, c'est d'intégrer pleinement cette histoire dans les manuels scolaires et de prévoir des actions nationales pour qu'on puisse faire connaître cette histoire. Parce qu'on peut faire connaître cette histoire via le champ éducatif, donc éducation nationale, mais il y a d'autres moyens, d'autres leviers pour faire connaître cette histoire, en passant par tout ce qui est éducation populaire, service civique, jeunes ambassadeurs de la mémoire. Donc voilà, c'est de mettre en place des actions concrètes au niveau national pour faire tourner cette histoire sur le territoire national français. Mais écoute, j'espère que ceux qui nous regardent vont t'entendre et qui t'inviteront dans nos villes à venir en parler, à venir aider, impulser important. Aussi, oui, tout à fait, et créer des ambassadeurs justement pour venir parler de ça et impulser. Et je crois qu'on a besoin, même l'Afrique a besoin de montrer sa part d'apport à l'humanité. Parce que ce débarquement de Provence, c'était quand même contre la barbarie. Donc ils venaient apporter leur soutien à l'humanité. C'est leur part, ils ont versé leur sang pour cette humanité. Au-delà de la France et de la libération, c'était quand même une barbarie qui était en train de s'installer. C'était on connaît le sujet. Et donc eux, ils sont venus libérer l'humanité en clair. Exactement. C'est ce qui s'est passé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de ne rien lâcher et de continuer à perpétuer ce devoir de mémoire. Bien évidemment en France, bien évidemment dans les pays d'origine, parce que parfois certains pays préfèrent oublier ce passé douloureux, ce que je peux comprendre, mais moi je pense qu'on arrive à avancer lorsque l'on sait d'où l'on vient, en tout cas on sait où l'on va. Et aujourd'hui c'est ma perspective, c'est ma politique, c'est ma pensée, et je sais que depuis que je mène ces différents combats, j'ai énormément appris et j'ai aussi rencontré tellement de personnes qui ne connaissaient pas cette histoire, qui m'ont écrit et qui m'ont dit merci, grâce à vous j'ai ce sentiment d'appartenance à la nation,
quand je fais le tour des écoles avec les tirailleurs sénégalais et qu'on a des jeunes issus de l'immigration venus d'Algérie, venus du Maroc, venus du Mali, qui écoutent cette histoire et qui nous disent à la fin, bah, Madame, merci, parce que je pense que si ça n'avait pas été vous, un, on ne nous aurait jamais raconté cela, et deux, j'ai parlé avec mon camarade Jonathan, et on s'est dit que peut-être nos grands-parents avaient combattu ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, je me dis qu'on a réussi ce pari, parce qu'on réussit un vrai pari de vivre ensemble. Et c'est pour ça que c'est hyper important de continuer à le faire, et on y arrivera, Inch'Allah. Merci en tous les cas d'être venu nous parler de ça. Merci à toi. Donc il faudra refaire une autre émission, peut-être sur Plein Feu le vrai débat, pour revenir avec Moussa Blanchard, pour reparler de tout ça, voir un peu comment ça évolue et les avancées. Et donc merci Aïssata. Merci à toi, Akli. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et pour celles et ceux qui n'ont pas dîné, bon appétit. Pour les autres, excellente soirée et merci pour votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous.